Aujourd'hui, l'installation de MX Debian. MX Debian, c'est un système d'exploitation et d'ailleurs, dans la première partie de la vidéo, nous allons voir ce qu'est un système d'exploitation et pourquoi il est important de bien choisir. Ensuite, nous verrons comment se fait l'installation de cet OS particulier et pourquoi je l'ai choisi. Allez, générique! Alors pour bien comprendre comment fonctionne et ce qu'est un système d'exploitation, il faut déjà savoir qu'en informatique, on distingue deux choses. Première chose qu'on distingue là-bas, c'est donc le hardware, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tous les composants que vous allez brancher les uns avec les autres, les uns sur les autres, les uns dans les autres, et la partie, on le voit juste là, la partie software, à savoir tous les logiciels qui vont permettre de faire fonctionner le hardware les uns avec les autres. Donc je vais reprendre les deux parties et vous allez comprendre l'intérêt du système d'exploitation. Alors d'abord la partie hardware, c'est un peu long mais quand même c'est important. D'abord dans le hardware vous avez là-haut le processeur appelé CPU, c'est lui qui va faire tous les calculs, c'est lui qui va donner des résultats, c'est lui qui va avoir des informations, faire des calculs et donner des résultats. Bon, jusque là pas très intéressant tout seul en tout cas. Vous avez aussi en termes de processeur le GPU, le Graphical Processor, c'est-à-dire celui qui va faire des calculs pour l'affichage et qui va permettre d'envoyer des informations à l'écran, notamment en termes de nombre d'images par seconde. C'est lui souvent qui limite les capacités en jeu vidéo. Alors dans la partie hardware, vous avez aussi la mémoire RAM qui est une mémoire de travail, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle quand l'ordinateur est allumé et quand elle s'éteint, elle se vide. Mais alors comment garder des informations? Justement en utilisant des disques durs ou mémoire de stockage. Alors vous voyez ici, vous avez deux types de disques durs. Le disque dur HDD qui sont des plateaux qui tournent, alors on ne les voit pas parce que d'habitude c'est fermé, mais vous avez aussi des SDD qui ressemblent à de la RAM mais on ne la voit pas parce que c'est fermé aussi. Alors généralement le SDD est plus rapide et plus cher que le HDD qui reste encore utilisé pour du stockage, notamment tout ce qui est plusieurs téras de stockage. On reviendra pas sur le stockage, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez aussi comme périphérique, par exemple, vous avez aussi la carte réseau. Oui, les cartes réseau, aussi bien celles que vous pouvez brancher avec un câble que celles qui vous permettent d'avoir le Wi-Fi. Et enfin, vous avez les périphériques que vous connaissez un peu plus, qui font aussi partie du hardware, à savoir, par exemple, l'écran. Hein, oui, qu'il faut bien afficher quelque chose, donc il faut bien l'envoyer sur quelque chose. Vous avez aussi le clavier, la souris qui permettent de donner des informations, et vous avez aussi les imprimantes, ou des clés USB, ou des imprimantes 3D, ou des lunettes de virtualité. Enfin, tout ce que vous pouvez brancher sur l'ordinateur et qui s'appelle un périphérique, parce que justement, il est autour de l'ordinateur, alors que les autres éléments que je remets ici et que je vous mets avec une autre couleur sont à l'intérieur de l'ordinateur, donc généralement on ne les voit pas, à moins de monter soi-même son ordinateur, ce que je vous conseille. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus aussi. Avoir tous ces éléments-là, c'est bien, mais s'ils ne communiquent pas les uns avec les autres, s'ils ne sont pas branchés ensemble, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut aussi ce qu'on appelle une carte mère. Voilà la carte mère, c'est elle qui va permettre de brancher les différents éléments sur elle. Une carte mère accueille des cartes filles, et donc cette carte mère va permettre de brancher le processeur, la carte graphique, le disque dur, la mémoire RAM, etc., etc., le clavier, l'écran, par exemple, ce qui va permettre de faire circuler des informations sous forme électrique entre les différents composants. Des informations qui vont jusqu'au processeur, de la mémoire, du disque dur, etc., etc. Attention, certaines cartes mères, comme celle-ci, peuvent avoir aussi des composants qui sont déjà intégrés. Souvent, les cartes mères actuelles ont des cartes réseau intégrées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la carte réseau branchée dessus, elle est directement intégrée à la carte mère, mais pourtant ça doit être considéré comme une carte fille. Vous avez aussi des cartes mères qui possèdent des capacités d'affichage, donc ça c'est souvent lié au CPU qui contient un petit GPU, enfin bref. Toujours est-il que la carte mère, ce qu'il faut retenir, c'est elle qui va accueillir tous les éléments pour les faire communiquer les uns avec les autres. Alors communiquer certes électriquement, mais il faut encore qu'ils puissent savoir quoi faire et où vont les informations et qu'est-ce qu'on en fait et comment on les... On va voir ça juste après. Et c'est là qu'intervient la partie software. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir des éléments qui sont reliés les uns aux autres, si vous ne leur expliquez pas comment fonctionner les uns avec les autres, ça va pas marcher. Le software, c'est un logiciel qui va dire prends les informations d'ici, envoie-les là-bas, etc. Il va adresser les bonnes informations aux bons éléments. Et c'est là que l'OS, le système d'exploitation,
va être très important. En effet, ce système d'exploitation va permettre de coordonner tous ces éléments pour qu'ils puissent fonctionner de façon simple et surtout user-friendly. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envoyer des informations directement au processeur pour lui dire après de les envoyer à la mémoire, etc. etc. C'est l'OS qui va gérer tout ça. Et c'est pour ça que le choix d'un OS est très important, parce que tout passe par lui, tout transite par lui, il fait tout faire à votre machine. Si on devait résumer, on pourrait donc dire que le hardware, ce sont les instruments dans un orchestre et que le software, en tout cas l'OS, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va faire en sorte que tout se coordonne de façon correcte et puisse arriver à un résultat correct. Mais alors cet OS, si je dois choisir, c'est qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a plusieurs, d'où ça vient, pourquoi alors? Les OS sont relativement peu nombreux, mais relativement connus, et encore que, on parle ici d'OS et pas de micro-logiciels pour du tout petit matériel, ça je pourrais en parler différemment. Si vous avez vu une vidéo sur la domotique et notamment sur le Sonoff, vous comprendrez de quoi je parle. Donc un OS est un système d'exploitation et il en existe divers et variés. À partir du moment où vous faites fonctionner du hardware ensemble, vous avez un OS. Alors le plus connu, par exemple, vous avez Microsoft qui a créé Windows. Alors Windows, c'est l'OS de la société Microsoft. Vous avez aussi iOS, qui est celui de la société Apple, qui ne fonctionne que sur son matériel. Enfin, qui est censé fonctionner que sur son matériel, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, arrêtez maintenant. Donc toujours est-il que voici deux systèmes d'exploitation. Maintenant, il y en a un autre que vous connaissez. Oui, vous connaissez aussi... Ben si, vous le connaissez, Android. Android, c'est le système d'exploitation qui permet de faire fonctionner le hardware des téléphones. Oui, parce que dans un téléphone, il y a une caméra, il y a un module de GSM pour communiquer, il y a un écran, il y a une sensibilité tactile, il y a souvent des capteurs au mouvement. Tous ces hardware-là, il faut les faire fonctionner les uns avec les autres. C'est le rôle de l'OS. Cet OS s'appelle Android. Enfin, Android ou iOS. Oui, parce que iOS c'est aussi pour les téléphones Apple en fait. Alors vous voyez, on peut choisir son OS. Alors choisir entre guillemets entre Apple ou Microsoft, c'est limité comme choix parce que un est lié forcément à son matériel. Apple. Hein. Donc, pour tout dire, en fait, il existe d'autres systèmes d'exploitation qui sont des systèmes d'exploitation open source et libres. C'est-à-dire qu'ils sont gratuits pour certains, parce que libre et open source, ça veut pas forcément dire gratuit. Toujours est-il que ça veut dire qu'ils sont démontables, vous pouvez savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est très important. Imaginez bien que l'OS, c'est celui qui fait tout, qui voit tout passer et qui concentre l'ensemble des informations de votre ordinateur. Imaginez que dans votre OS, un constructeur peu scrupuleux ait mis un code pour envoyer, par exemple, un message à son serveur à chaque fois que quelqu'un va chez la concurrence. Imaginez qu'il enregistre ce que vous faites, imaginez qu'il enregistre la géolocalisation dans laquelle vous êtes à chaque moment pour pouvoir en tirer des publicités. Imaginez que vous avez un téléphone dans la poche, vous allez à un endroit et comme par hasard vous recevez des informations concernant les promotions de ce magasin. Ça veut bien dire qu'il a enregistré votre localisation et qu'il l'a utilisé dans un but commercial sans vous demander votre avis. Hein, imaginez ça, ça sera honteux. Ouais, enfin bon, c'est pas le sujet. Toujours est-il qu'il existe des systèmes d'exploitation Linux, mais pas seulement, hein, BSD par exemple, qui sont des systèmes d'exploitation libres qui ont été faits généralement par un groupe de personnes, ou en tout cas par une personne puis développés par un groupe de personnes, qui sont vérifiables. Alors évidemment, vous et moi, on va pas vérifier les choses, mais j'ai plus confiance dans un ensemble de personnes qui font les choses librement et à leur rythme plutôt que dans une société qui peut tirer un bénéfice de toutes les informations qu'elle pourra avoir sur moi. Parce que je rappelle que actuellement, avoir des données, avoir de la data, c'est avoir de l'argent. Donc moi je vais vous présenter un système d'exploitation particulier qui n'est un que parmi plein d'exemples, c'est Debian. Debian, c'est un système d'exploitation Linux qui a le gros avantage d'être très stable et le gros inconvénient de n'utiliser que des logiciels très stables, à savoir vous n'aurez pas les dernières versions dans un Debian. Alors j'ai choisi une saveur, à savoir une variante de Linux, une saveur un peu particulière, à savoir MX Debian. Pourquoi? Parce qu'il a la particularité d'être très léger, comme tous les Debian, d'être très simple à installer, ça c'est quand même quelque chose d'appréciable, et surtout de pouvoir fonctionner aussi bien sur disque dur que sur clé USB si vous voulez vous le balader partout. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'était un OS, on va passer à l'installation de ce MX Debian sur un vieil ordinateur à moi. Allez, à tout de suite.
Première étape pour avoir MX Linux, c'est-à-dire qu'il faut aller le télécharger sur leur site, je vous mets le lien en description. Pensez bien à prendre la version 64 bits si vous avez besoin, et si nécessaire, télécharger avec un client torrent, ça évite de surcharger les serveurs. Allez, on voit après ce qu'on fait de cette image. Une fois que l'image est téléchargée, on va utiliser un logiciel que j'ai déjà montré, vous le voyez ici, Banana Etcher. Alors ce logiciel permet de prendre une image et de la mettre à l'identique sur une clé USB, ce qui va créer dans le cas de MX Linux une clé bootable, c'est-à-dire une clé sur laquelle votre ordinateur pourra démarrer et avoir un système d'exploitation, comme je l'ai expliqué juste avant, complet. Donc vous voyez que la mise de l'image sur la clé USB se fait en deux étapes. D'abord ce qu'on appelle le flashing, c'est-à-dire que on prend l'image et on met tous les fichiers décompressés sur la clé USB. Puis deuxième étape, vous avez une étape de vérification, de validation de l'image pour être sûr que les fichiers qui ont été copiés sont de bonne qualité, que vous aurez une clé bootable. C'est très important dans ce cas-là, parce que si cette étape se réalise pas bien, c'est-à-dire que l'image ne correspond pas à la clé USB, vous aurez des problèmes lors du boot. Donc maintenant, on va passer au boot. Alors avant de passer au bout, je vous montre un petit comparatif, donc le même ordinateur. Donc là, vous avez quelque chose qui démarre avec Linux Mint, et juste là, à côté de moi, vous avez Debian, MX Linux, pardon, une fois qu'il a été installé. Alors, c'est la seule vidéo qui n'aura pas d'accéléré, puisque ça vous permet de voir combien de temps je gagne par rapport au boot. Je fais remarquer que pour le Linux Mint, version 17 ou 16, c'est un vieux Linux Mint, j'ai coupé la phase où je mettais la connexion, c'est-à-dire où je tapais mon mot de passe, vous voyez, je la coupe. Comme ça permet d'avoir quelque chose de comparable, puisque j'ai mis l'autologging pour MX Linux. Allez, je vous laisse finir de regarder, vous verrez combien de temps ça dure. À la limite, vous pouvez passer, c'est pas grave. Alors maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment se fait l'install. Alors d'abord, vous remarquez que je démarre sur la clé USB que j'ai préparée juste avant, et que vous avez directement MX 19.1 qui apparaît. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un système clé USB, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sans avoir l'installé. Et vous cliquez sur Installer, ou Installer évidemment, et c'est alors que le menu va vous proposer non seulement de changer le clavier, ce que je vous conseille, car si vous changez le mot de passe, il vaut mieux que vous ayez un clavier qui correspond à ce que vous avez sur vos touches. Oui, parce qu'on a vite fait de mettre un M à la place d'une virgule, etc. Et ensuite, il vous propose de savoir comment vous voulez l'installer. Moi, j'ai utilisé une installation sur un disque entier. Pourquoi? Comme ça m'évite de choisir mes partitions, etc. Attention, si vous prenez cette option, de bien avoir un disque que vous allez complètement effacer. J'en profite pour remarquer sur quel matériel j'utilise. Un processeur i3 à 1,7 GHz ainsi que 4 Go de RAM. Donc un ordinateur qui a quelques temps, mais qui est largement suffisant. Une fois qu'il a copié l'ensemble des fichiers, il vous demande le nom de l'ordinateur, le nom du domaine. Ensuite, il vous demande où est localisé votre ordinateur, ce qui lui permet d'avoir notamment les constantes locales et la langue qui sera correcte par rapport à ça. Vous voyez qu'on peut avoir des options un peu plus complexes. Ensuite, il vous demande de créer un utilisateur, de déterminer son mot de passe et de déterminer le mot de passe de l'utilisateur root, c'est-à-dire celui qui a tous les droits sous Linux. J'ai aussi coché la case autologin, ce qui m'évite de mettre le mot de passe. Enfin, il installe Grub et tout le nécessaire pour démarrer sur mon disque dur. Attention, je répète, comme j'ai pris une installation sur un disque dur entier, il m'a effacé le contenu du disque dur. L'installation est terminée, il ne reste donc plus qu'à démarrer pour en profiter. Alors juste une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble MX Linux. Donc vous voyez qu'un menu très classique. Petit détail, vous le remarquez ici, avant de commencer, je modifie les dépôts MX, c'est-à-dire ceux qui contiennent l'ensemble des logiciels à mettre à jour, et je prends le dépôt de IRCAM. Pourquoi? Parce que celui que j'avais sélectionné auparavant me posait des problèmes de mise à jour. Donc n'hésitez pas à tester pour voir le dépôt le plus rapide de chez vous. Et ensuite je clique, vous l'avez vu, sur la petite caisse, le petit carton vert, qui permet de faire une mise à jour, car Linux, Debian en tout cas, et Linux en général, se met à jour régulièrement pour corriger des failles ou améliorer des choses qui ont été proposées par l'utilisateur.
Pour MX Linux, vous avez ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets, c'est-à-dire c'est lui qui va vous permettre d'installer des logiciels sans avoir à vous casser la tête. Il suffit de taper le nom du logiciel que vous voulez installer et s'il existe, il faudra vous le proposer. Faites attention, si vous ne le trouvez pas dans applications populaires, vous voyez que ça sont les applications les plus utilisées, par exemple en bureautique. Alors, il y a déjà des applications qui sont installées pour avoir un système clé en main. Vous avez déjà un traitement de texte, un tableur, etc. De quoi lire des vidéos, de quoi naviguer sur Internet et les utilisations les plus courantes d'un ordinateur. Mais si jamais un logiciel qui pourrait vous correspondre n'existe pas sur l'installation de base, vous pouvez, vous voyez comme moi j'ai fait une recherche sur Olive Editor, qui est le logiciel que j'utilise pour faire du montage vidéo. Il était dans le dépôt stable, vous voyez la version de 2018, c'est ce que je disais auparavant, Debian essaye de garder les versions les plus stables et donc forcément un peu plus anciennes des logiciels, puisqu'on est sûr qu'elles ne vont pas cracher votre installation. Si je regarde dans l'application populaire, il n'y est pas. Si je regarde dans le dépôt stable, il y a la version de 2018. Par contre, si je regarde sur le dépôt de test MX, qui est le dépôt qui est lié à cette distribution, ils se sont permis de mettre des logiciels plus récents. Pour ceux qui voudraient l'utiliser, vous voyez que là, j'ai la version de février 2020. Donc effectivement, même s'il y a un risque d'avoir quelque chose d'un peu moins stable, on est d'accord que si vous commencez à bidouiller à l'intérieur du cœur du système, vous risquez des problèmes. Maintenant, pour la plupart des choses que vous pourrez installer, moi j'ai jamais rencontré de soucis, mais c'est mon cas à moi. Je ne dis pas que si vous faites pareil, vous n'aurez pas de soucis. Il suffit de cocher la case, de cliquer sur installer et vous avez votre nouveau logiciel qui est installé. Donc vous voyez qu'à partir du moment où vous êtes capable de vous contenter des logiciels qui sont disponibles pour Linux, Debian, vous n'aurez pas de soucis pour travailler. Maintenant, si vous voulez utiliser par exemple des logiciels qui n'existent que chez Microsoft, je parle par exemple des jeux vidéo, si vous voulez utiliser des jeux vidéo, vous aurez du mal à avoir des équivalents sur ces machines. Par contre, si vous voulez du montage, du travail sur le son, de la publication sur Internet, de la programmation, il n'y a aucun souci. Ça veut juste dire qu'il faut être capable de prendre ces habitudes et de les transférer sur un nouveau logiciel. Rien de mortel, surtout qu'en plus ce logiciel, généralement, s'il est open source, libre et gratuit, vous pourrez le retrouver n'importe où. Je vous montre rapidement le menu qui existe et notamment le fait que pour MX, il y ait ce qu'ils appellent des MX outils qui permet de voir et d'installer des logiciels, de configurer le redémarrage, de configurer l'affichage, ou alors d'avoir des informations sur le système. Je me permets de vous remettre là les informations que je vous ai déjà montrées lors de l'install, à savoir quel type de machine a accueilli ce système pour que vous fassiez une idée de la puissance nécessaire. Vous avez vu aussi qu'on pouvait changer le bureau de façon assez simple. C'est un système anti-X, donc il est très modulable. Vous pouvez changer les couleurs, les menus, les icônes, les fonds d'écran, vraiment la place du menu. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce système simple, stable, efficace et qui tourne sur beaucoup de machines. Alors petit bonus, MX Debian, MX Linux peut s'installer sur une clé USB. Ça veut dire que vous aurez votre système prêt à fonctionner, personnalisé avec votre mot de passe sur n'importe quel ordinateur. Donc d'abord vous démarrez avec une clé USB et il vous faut une deuxième clé USB, alors au moins une 34 ou une 64 Go pour avoir de la place. Une fois ceci branché, vous pouvez aller dans l'outil qui est développé sur MX Debian, vous voyez Live USB Maker. Donc il vous demande le mot de passe. Alors par défaut, le mot de passe c'est root, n'oubliez pas. Et là il vous dit, voilà, il vous a repéré déjà la clé et il vous demande ce que vous voulez faire. Moi je vais choisir de cloner. C'est-à-dire que j'ai démarré avec un système, je peux le configurer, le modifier et ensuite je vais cloner ce système sur ma deuxième clé USB. Alors ça demande un peu de temps et une fois que ceci est fait, avec toutes les modifications que j'ai faites, ma clé USB est bootable et surtout elle sera persistante. C'est-à-dire que l'ensemble des modifications que je ferai dedans pourra rester. Donc je démarre sur cette deuxième clé USB et je démarre en Customize Boot. Et là il me demande quelques questions, d'abord dans quel pays, ensuite quelle langue. Il suffit de remplir, ensuite il va créer automatiquement un fichier pour root, c'est-à-dire que ce fichier lui permettra de sauvegarder toutes les modifications que j'ai faites. Vous voyez que là, j'ai choisi un fichier de 8 Go. Si jamais j'installe de nouveaux logiciels sur cette clé, je pourrais les utiliser. Ensuite, il fait un fichier home qui me permettra de stocker l'ensemble des fichiers. Donc là, je modifie la taille du fichier et je lui demande de me faire un fichier home sauvegardable de 10 Go, ce qui me permettra d'avoir pas mal de fichiers sur la clé USB qui au départ n'en faisait que 32.
Évidemment, si vous prenez un disque dur SSD USB 3, vous aurez encore plus de latitude. Moi personnellement, j'ai un système qui est installé sur un disque dur de 500 Go et qui en plus peut être mis à jour par le cloud avec Nextcloud. Je verrai ça dans une autre vidéo, comment on faire des synchronisations avec Nextcloud sur FreeNAS. Donc toujours est-il que là, il vous demande enfin de faire un fichier swap, qui est un fichier de travail sur lequel il va pouvoir travailler. Alors attention, si vous prenez un fichier swap, ça permet de sécuriser si jamais votre ordinateur s'éteint sans que vous l'ayez voulu. Mais par contre, ça demande un peu de temps. Là, je l'ai grandement accéléré, il a fallu presque 5 minutes. Ensuite, je redémarre sur ma clé USB et vous voyez que j'ai un système MX Linux. Alors là, il va me demander, ah oui, j'oubliais. Là, il va me demander quel type de persistance je veux. Je vais demander une persistance complète, à savoir aussi bien les logiciels que les configurations, que les documents que j'ai pu sauvegarder. Comme ça, sur ma clé USB, il me reste tout. Quand je redémarre avec cette clé USB, j'ai enfin... Pour la persistance, il me demande ce que je veux comme type de persistance. Je veux une persistance automatique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui demander. Quand je coupe, automatiquement, il va sauvegarder l'ensemble des modifications que j'ai apportées à mon système. Une fois que je redémarre sur l'ordinateur et la clé USB, vous voyez que je vais avoir un système complet et fonctionnel sur lequel je pourrai apporter des modifications et avoir quelque chose de transportable. Attention, si vous n'avez pas d'USB 3, ça risque d'être un peu long au démarrage.